Aujourd'hui, je suis là parce qu'en fait, on a discuté avec Antoine des sujets que je pouvais partager avec vous. Sachant que donc aujourd'hui, je suis directrice de la recherche à CY École de Design. CY École de Design, c'est possible que vous en ayez jamais entendu parler pour une raison très simple, c'est qu'elle vient d'être créée, cette école. C'est une école qui a été créée dans le cadre de l'université de Cergy, donc CY Université, qui a décidé, sous l'impulsion de sa direction, de sa présidence, de développer les enseignements et la recherche en design, sachant que c'était déjà un positionnement fort de cette université, de proposer aux élèves ingénieurs, comme d'ailleurs à tous les autres élèves de cette université, la possibilité de découvrir ce qu'ils pouvaient faire avec le design. Alors ça tombait bien pour moi d'arriver dans cette école, parce que d'abord c'est une super aventure, ça veut dire qu'on crée tout à partir de zéro, puisque l'école a ouvert ses portes en septembre de cette année-ci, enfin scolaire, et que du coup il y a tout à inventer, tout à faire, tout à programmer. Et il y a déjà quelques complices qui sont là, parce qu'il y a Jean-Louis Soubré qui est là, et puis Sylvain Rénal qui sont là aussi, et qui m'accompagnent aussi dans cette aventure de CY École de Design. Voilà. Et avant ça, et c'est pour ça aussi que je vous partage une expérience qui a quand même un peu plus de 20 ans, qui est d'avoir travaillé, d'avoir créé un laboratoire qui s'appelle... c'est bon ? Il y a des personnes qui attendent et qui n'arrivent pas à rentrer. Ah, qui n'arrivent pas à rentrer. Voilà, donc en fait, j'étais avant responsable d'un laboratoire de design qui s'appelait le Co-Design Lab à Télécom Paris. Et Télécom Paris, c'est une école d'ingénieurs qui, elle aussi, avait décidé de faire travailler les étudiants, pas simplement du côté des sciences sociales, pas simplement du côté des sciences de l'ingénieur, mais avec ce chaînon manquant qui était manifestement quelque chose qu'on pouvait développer aussi dans une école d'ingénieurs, entre justement sciences de l'ingénieur et sciences sociales. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place à Télécom Paris aussi. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Télécom Paris? Parce que ça a été, comme je viens d'arriver à CY École de Design, on va dire que les expériences que j'ai pu faire en termes de recherche sont surtout celles que j'ai faites à Télécom Paris. Et en fait, ce qu'il y avait de génial dans cette école, c'est qu'évidemment, on avait des projets de recherche et beaucoup étaient avec justement des ingénieurs. Alors dans des domaines, si je vous parle de réseau distribué mobile, ça ne va pas nécessairement vous dire beaucoup de choses, mais enfin, en tout cas, avec des agents virtuels intelligents, avec de l'Internet des objets, donc avec de la réalité augmentée. Voilà, on a fait vraiment toutes sortes de projets. Et la caractéristique de ces projets, c'était à chaque fois des projets de recherche qui se faisaient avec des industriels, qui se faisaient avec l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, ou qui se faisaient avec l'Europe. C'était d'associer donc des chercheurs en ingénierie, des chercheurs en design et des chercheurs en sciences sociales. Donc une grande chance de pouvoir développer du coup vraiment un très beau terrain pluridisciplinaire sur toutes sortes de thématiques. Et c'est à cette occasion-là que je me suis dit, mais il y a quand même des trucs là très bizarres que les ingénieurs font, que les designers font aussi. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, ça on n'en entend jamais parler. Et ça m'intriguait. Alors, ce qui m'a intriguée, c'est justement ce que je vous ai proposé aujourd'hui de discuter, de vous raconter. Ce sont ces fameuses pratiques poétiques qui existent aussi bien en ingénierie et en design. Et j'ai envie de vous dire, la raison pour laquelle, pour moi, il y a une évidence à mettre les deux disciplines face à face, c'est que, nonobstant, on va dire, des modalités de conception qui sont évidemment un peu différentes les unes des autres, il y a quand même des points communs, ce sont des sciences de la conception. Il y a de la conception, il y a quelque chose de l'ordre de l'invention. Il y avait un X qui n'était pas là et qui finit par exister, et c'est ça qui fait le point commun aussi bien avec le design et avec l'ingénierie. Voilà, et donc du coup, c'est un peu ces objets bizarres que j'ai pu observer dans le cadre... Alors, attends, est-ce que là ça va fonctionner ou pas? Voilà un peu les petites étapes de cette présentation. Voilà, donc la première... Voilà, c'est un parcours que je vous propose, de penser le futur, puisque ces pratiques poétiques, moi ce qui m'a intéressé, c'était de quelle façon elles projetaient
en fait des idées, des artefacts, des alternatives pour un autre futur. Que ça prend place dans un contexte tout à fait particulier que j'ai appelé Walk of Shame, mais on reviendra là-dessus. Et puis pour arriver à des questions qui étaient, mais finalement, comment est-ce que les inventeurs travaillent à des simulations de futur? Puisque, designers autant qu'ingénieurs, on essaye de fabriquer des choses qui n'étaient pas là, donc quelque part, on est en train de contribuer à cette évolution, en tout cas des modes de vie ou de divertissement ou de tout ce que vous voulez à venir. Et du coup, ce que j'ai voulu faire, quand j'ai commencé à regarder ces objets poétiques, je me suis dit, mais en fait, d'où sortent-ils? Est-ce qu'il y a une histoire de cela? Et en tout cas, pour ce qui est des récits, il y en a une. Il y a une histoire des scénarios du futur que je vais vous présenter. Il y a vraiment, on va dire, deux grandes modalités. Et puis après, on va plonger vraiment dans les terrains. C'est-à-dire, je vais vous dire comment est-ce que j'ai regardé ces terrains, qu'est-ce qui m'a intéressé. Et puis surtout, on va regarder ce que nommer veut dire. On a tous nommé peut-être un enfant, peut-être des choses qui nous entourent. Et nommer, ça a des vertus, ça a des propriétés. Et que j'aimerais partager avec vous pour voir en fait en quoi nommer, ça peut aider aussi à concevoir, ça peut aider à dire les choses qui sont en train de surgir. Et ça n'est pas un travail trivial du tout. Et puis, j'ai voulu aussi vous parler des récits, parce que aussi bien chez les ingénieurs que chez les designers, il y a des récits, il y a beaucoup de récits pour réussir aussi à projeter les projets. Et ces récits, aussi, ils ont des propriétés, ils ont des capacités de nous faire relier le passé, le présent et le futur. Donc ça, on va regarder des cas très concrets de projets, des moments où il a fallu nommer les choses, nommer des disciplines, nommer des artefacts, nommer des projets, raconter, utiliser des scénarios, des use cases, comme on dit en ingénierie. Ensuite, ça va nous amener à une réflexion un peu plus générale sur les anthropologies, l'anthropologie du futur. Alors on me dit l'anthropologie du futur. Oui, en fait, imaginez-vous qu'il y a depuis les années 2000, depuis 9/11 et puis les crises financières d'abord, et puis objectivement les crises environnementales et sanitaires que nous vivons aujourd'hui, on s'est posé la question en anthropologie, pas simplement de comment est-ce que le passé était géré par différentes populations, mais aussi comment on avait des orientations. Nous tous, nous avons des orientations vers le futur, on les a sur le plan individuel et on les a aussi sur le plan collectif. C'est-à-dire qu'on vit en tant que groupe social certains moments, certaines crises. Et alors évidemment, les anthropologues se sont beaucoup intéressés, je vous donnerai pas mal de références, ils se sont beaucoup intéressés à des crises liées à des guerres, par exemple, ou des partitions. Il y a eu beaucoup de travaux en Inde sur les partitions entre l'Inde et le Pakistan, sur le Brexit, sur la crise en Grèce. Voilà, donc il y a beaucoup d'exemples qui ont été analysés par les anthropologues pour montrer que ces situations de crise, elles transforment notre rapport au futur. Et tout ça pour dire que si on regarde ces différentes orientations, je pense qu'il y en a une qui est propre au design. Les designers, ce n'est pas des bisounours, mais en même temps, il y a quelque chose qui les porte, que ce soit ingénieur ou designer, qui les porte à justement fabriquer autre chose. Et c'est dans ce fabriquer autre chose, dans passer dans l'action, dans ne pas être figé dans une peur ou dans une tristesse qui pour moi représente une véritable éthique du design. Voilà, et donc on terminera sur un joli mot, celui de l'espérance. Alors, design et futur. Alors ça, je ne vais pas vous raconter, mais là vous avez quelques références. Vous savez que le design, oui, est emblématique de cette question-là, du futur, de la futurabilité, parce que plein de chercheurs, vont le dire, pas simplement, on va dire aussi des designers, mais aussi des chercheurs. Margolin va dire que ce sont des paris sur l'avenir. Simon et Esquette vont dire c'est des futurs préférables.
Et puis, Georges Amar dit, qui a travaillé très longtemps à la prospective de la RATP, il disait, en fait, il ne s'agit pas nécessairement de le prédire, ce futur, il ne s'agit pas nécessairement de le contrôler, cet avenir, mais il faut peut-être le prescrire, c'est-à-dire l'écrire. Et c'est ça aussi, dans les discussions que j'ai eues avec Georges Amar et avec mes collègues de l'École des Mines, que je me suis dit, oui, effectivement, cette puissance de l'écriture, elle est véritablement à observer dans cette capacité à se représenter des futurs possibles. Donc les concepteurs, quels qu'ils soient, entretiennent ce fameux rapport à l'inconnu et ils vont mettre des méthodologies d'action sur le monde pour inventer et réinventer ce monde qui nous entoure. Alors, pourquoi aujourd'hui, alors j'ai mis Wok Oshem, il se trouve que j'ai même trouvé une sculpture sur ce thème-là. En fait, les designers ont été accusés d'avoir abîmé le monde. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, si c'était les seuls, ce serait trop simple. Et puis, moi, j'aime pas quand on fait honte aux gens, je trouve ça un peu... Voilà, c'est pas mon style, quoi. Mais je pense que du coup, cette question de dire, mais finalement, quelle est notre responsabilité à tous, pas simplement aux concepteurs, hein, mais de dire, mais comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui être dans la prudence, pour inventer, certes, mais comment est-ce qu'on peut justement s'assurer de ce que les transformations qu'on propose vont pouvoir apporter? On s'est bien vite rendu compte que ça devenait une question, mais hyper compliquée. Donc non seulement on s'est dit « Ah mince, on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait faire », mais en plus de ça, on se dit « Oui, mais comment être sûr finalement de ce que l'on apporte et comment est-ce qu'on va être sûr dans ce monde-là de ne pas l'abîmer encore un peu plus ». Et il y a un très beau livre de Ulrich Beck qui s'appelle « Society of Risk » qui décrit bien en fait toutes les évolutions de notre monde contemporain et comment effectivement cette question du risque, elle est devenue centrale à la discussion sur l'ingénierie, sur le design et même sur, on va dire plus généralement, sur les politiques publiques. Et donc, pour moi, tout ce milieu, une école avec des ingénieurs, une envie de travailler avec le design, de se dire quelles sont les méthodologies, etc. Bon, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on travaille justement à ces simulations du futur? Et je ne sais pas si vous connaissez James Ogé, il a fait des choses très intéressantes. C'est un designer qui, à l'origine, était au Royal College of Art, qui est maintenant à l'École normale supérieure de Saclay, et qui a beaucoup travaillé justement sur cette question, parce qu'il a fait ce qu'on appelle du design critique ou du speculative design, où il se disait, mais en fait, comment, quand on invente une nouvelle technologie, on peut commencer à explorer ce qu'elle pourrait faire, ce qu'elle pourrait apporter dans le monde. Et il dit, c'est très important de le faire en amont de la véritable dispersion de cette technologie dans le monde. Et il a utilisé cette très jolie métaphore, il dit en fait, le design spéculatif, c'est une façon d'éviter de mettre cette goutte d'encre dans un verre d'eau, parce qu'une fois que la goutte d'encre elle est dans le verre d'eau, c'est très très compliqué de la contenir. Donc, lui, sa pratique de designer, il la place sur le plan de cette modalité, comment est-ce qu'on peut faire des scénarios du futur, comment est-ce qu'on peut les rendre concrets, et du coup, comment est-ce qu'on peut en discuter, parce que ça va être extrêmement important, c'est-à-dire de se dire, on peut inventer des alternatives, très bien, mais aussi on peut se dire comment est-ce qu'on va discuter avec toutes les parties prenantes pour se dire « Ah oui, c'est vrai que ça pourrait faire ceci, ah oui, c'est vrai que ça pourrait faire cela ». Donc en fait, le design se place non plus uniquement dans une problématique d'objet, mais de thing. Alors juste une petite aparté linguistique, le mot thing, donc chose, en anglais, c'est un truc très marrant, parce qu'en fait, a thing, à l'origine, c'était pas du tout un truc, quoi. C'était une assemblée de villageois qui se demandaient qu'est-ce qui venait d'arriver dans leur village. Et donc, c'était le moment où on discutait d'un truc là dont on n'était pas vraiment certain. Donc, thing, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un sujet important pour le design, pas simplement celui des objets et de la façon dont effectivement ils peuvent porter une transformation du monde et les risques que cela comporte, mais c'est aussi thing, c'est-à-dire que tout d'un coup les designers se sont dit mais en fait nous ce qui nous intéresse aussi
c'est de discuter, de ne pas faire ça tout seul, là, dans notre coin, ou de ne pas le faire juste avec une seule logique, mais de faire participer plus généralement tous les publics, de donner voix, et donc de réorganiser cette discussion autour des things. Voilà, et donc ça, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, ben maintenant, c'est ça en fait, les possibilités du design, produire des objets à discuter aussi. Donc, vous voyez bien que pour moi, il y a eu un peu deux problématiques. La première, c'était de dire, mais en fait, les inventeurs, là, comment est-ce qu'ils parlent de choses qui n'existent pas? Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut simuler ce qui peut arriver? Et en posant cette question-là, eh bien, imaginez-vous qu'on tombe dans une histoire. Et cette histoire, c'est celle des scénarios du futur. Et d'abord, dans un premier temps, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la question se pose de comment est-ce qu'on va garder un équilibre des pouvoirs. Et vous allez avoir un monsieur qui s'appelait Herman Kahn, qui a écrit un livre, c'est très intéressant. Je vais vous donner quelques exemples de son travail. En fait, c'est vraiment la question de la puissance nucléaire qui est mise au cœur des débats, et de se dire comment est-ce qu'on peut être sûr que l'URSS ne va pas lancer des missiles, comment est-ce qu'on maintient un semblant d'équilibre, quels sont tous les scénarios. Et M. Herman Kahn, qui était un réfugié juif donc, aux États-Unis, il avait une petite idée de ce qui pouvait arriver quand les choses tournent mal. Et du coup, c'était quelqu'un qui pouvait être extrêmement pessimiste. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout cette notion d'espérance. Il disait, mais il faut toujours prévoir le pire. Et donc, il a vraiment prévu des scénarios absolument épouvantables. Mais il a écrit avec Anthony Weiner ce livre, donc, qui est une projection sur l'an 2000. Je vous donne quelques applications auxquelles ils ont songé, donc, qui étaient de repérer dans les activités de recherche qu'ils voyaient autour d'eux ce qu'ils pensaient pouvoir être des projets qui seraient poursuivis et qui aboutiraient. Donc, nouvelles applications des lasers, done. Matériaux à ultra haute résistance, yes. Textiles à haute performance, nouveaux matériaux pour les biens d'équipement et la mécanique, nouveaux aéronefs, vous apprécierez, à effet de sol, bon, je vous passe. Généralisation des applications commerciales, alors ça, c'est pour les spécialistes. Des explosifs à charge creuse, ne me demandez pas, non, je ne sais pas. Voilà, amélioration des prédictions météorologiques, etc., etc. Développement de l'agriculture et de la sylviculture tropicale, nouvelles sources d'énergie pour les infrastructures, etc., etc. C'est très intéressant. Alors évidemment, c'est plus développé que ce que je vous dis là, mais en tout cas, c'était l'idée. Donc, je vais vous parler un peu de la méthode derrière, parce que je pense que ça, c'est une méthode qui est importante à avoir en tête. Donc, ce sont donc vraiment des scénarios. On se dit, quel est le pire qui pourrait arriver? Et imaginez-vous que ça a été assez rapidement utilisé par un autre monsieur absolument incroyable, qui s'appelait Pierre Wack, qui a travaillé pour Shell, donc entreprise pétrolière, et qui a réussi, donc, dans les années 60, grâce à cette méthode, des scénarios, à éviter que Shell ne coule avec les 2 chocs pétroliers. Ce qui n'est pas rien, de chocs pétroliers donc, qui ont eu lieu en 73 et 79, si je ne m'abuse. Donc, grâce à cette méthode mise en œuvre dans les entreprises de scénarios catastrophes, eh bien, il a été capable de dire à Shell, voilà, s'il y a telle chose qui se passe, il faut se prémunir de telles menaces, de tels problèmes, de telles difficultés. Et voilà comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pas nécessairement les difficultés, mais en tout cas pour nous, être en capacité de mieux les gérer. Et donc, cette méthode des scénarios, elle s'est répandue évidemment dans le management stratégique des entreprises, sachant que je vais vous parler plutôt de la partie narrative de ces scénarios, sachant qu'aujourd'hui, c'est les data, c'est ce que les big data nous racontent, qui permettent aussi aujourd'hui de rendre plus efficaces ou plus pointues ces méthodes d'anticipation.
Alors, quelques éléments sur cette méthode. Alors, évidemment, il y a plein d'interprétations, mais ça fonctionne à peu près toujours de la même façon. Ça part d'une analyse du présent, et en particulier, pour ce qui est d'une entreprise, de comment est-ce qu'elle fonctionne, de ses forces, de ses faiblesses et de son environnement. Alors pour ceux qui sont familiers avec des termes comme PESTEL, voilà, ça rentre complètement dans cet ordre d'idées. Ensuite, ça permet aux personnes, en comparant ce que c'est l'entreprise avec son environnement, de se dire mais finalement il y a des choses qu'on ne connaît pas nécessairement et qui pourraient être stratégiques. Donc ça c'est très important, c'est-à-dire que tous ces scénarios s'accompagnent aussi d'un constat, c'est-à-dire où est-ce qu'on connaît des choses, où est-ce qu'on ne les connaît pas. Et il y a des personnes dont on oublie aussi très souvent le rôle, mais dont moi je suis absolument convaincue qu'elles devraient revenir sur le premier plan de nos problématiques, ce sont les gens qui s'occupent des documentations, les documentalistes. Parce qu'elles ont joué, ces personnes-là, un rôle très important au moment de l'informatisation, non seulement des bibliothèques, mais on va dire plus généralement de tous les fonds d'information dans les entreprises, enfin dans toutes les organisations. Et je pense que les savoir-faire, justement, de ces personnes à chercher, à trouver, à consolider les informations, ce sont des métiers qu'on ferait bien de réintroduire de façon plus systématique dans les démarches stratégiques des entreprises. Donc, une fois qu'on a repéré en fait ce qui pourrait nous affecter et sur lesquels on a besoin d'augmenter nos connaissances, eh bien, on va s'intéresser à certaines variables, ce qu'on appelle les signaux faibles. Et on va se dire, à partir de ces signaux faibles, qu'est-ce qui pourrait faire que la situation s'aggrave ? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc j'ai un doctorant, Dorian Runkeeler, qui s'est posé la question pour le design. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que les designers peuvent utiliser cette méthode ? Et donc, il va soutenir sa thèse le 15 avril. C'est une invitation, parce que les thèses sont publiques. Donc, voilà. Sur ce sujet-là, parce qu'il a travaillé à se dire, mais finalement, comment est-ce que le design peut s'appuyer aussi sur des signaux faibles pour aider la stratégie de l'entreprise ? Ce qui me paraît un sujet très intéressant. Je reviens sur mes scénarios catastrophes. Donc ça permet du coup d'anticiper différentes menaces, risques, potentiels aussi de développement qui vont à la fois participer, là je vais vous préciser un petit peu ce que j'entends par là, donc d'une grande vision, mais aussi de se préparer concrètement à tous les types de crises qui peuvent surgir. Alors, je sais que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Théoriquement, on attend un peu la fin de la séance, mais voilà, si vous avez des points parce que c'est pas clair ou je sais pas quoi, quand même, vous me dites. Alors, ce qu'il faut savoir, et là vous allez vite vous y reconnaître, c'est qu'il y a finalement deux grands modèles d'enrôlement du futur. Alors, pour ceux qui ont les habitudes en informatique, on va parler de projection pragmatique. Donc je commence par plutôt la colonne, de droite. Donc le discours et la méthode font un lien entre le futur et le passé. Si je vous donne, par exemple, l'idée de la loi de Moore, donc la loi de Moore, c'est quand même, à un moment donné, on s'est dit, c'est un monsieur, qui s'est rendu compte que les capacités des transistors pouvaient, c'est un des fondateurs d'ailleurs de, je ne sais plus quelle boîte, bon, ça ne reviendra, c'est pas grave, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait, que les transistors en fait, doublaient leur capacité tous les ans. Et donc, sur cette base-là, on pouvait faire des prédictions sur la taille des ordinateurs, sur le coût de tous les systèmes informatiques qui en tout cas intégraient donc, des chips. Et en général, ce sont des prévisions qui s'appuient sur le fait qu'on a soit des comportements, soit des modèles d'extrapolation à partir de ce qu'on connaît des comportements passés. Encore une fois, vous imaginez bien que ce qui se passe dans le Big Data, c'est qu'on se dit, si vous avez regardé 50 films de Noël, je l'avoue, c'est mon cas, si vous avez regardé 50 films de Noël, alors on va ne vous proposer que des films de Noël
ou, une fois que c'est passé, des films à l'eau de rose. Voilà. Donc ça, c'est sur la base de votre passé. On est capable de... Alors je vous dis, ça c'est un peu caricatural, malheureusement ça prend d'autres dimensions, mais voilà, c'est sur la base de comportements passés, voilà, on peut anticiper des comportements futurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la projection pragmatique. Et puis, il y a ce qu'on appelle la grande vision. Alors ça, ce sont trois scientifiques qui ont... Donc l'article de Reeves, Goulden and Dingwall de 2016, c'est celui donc, que je cite. C'est eux qui expliquent bien ces deux aspects-là. Alors là, on fait le pont entre le présent et le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on se dit, voilà, on considère qu'il y a une situation problématique contemporaine, c'est-à-dire qu'on dit là vraiment ça ne fonctionne pas. Et on se dit, dans le futur, on voudrait que ça fonctionne de telle façon. Et donc, d'une certaine façon, on fait le rétro-planning. C'est-à-dire on se dit, bon, voilà, comme on voudrait que ce soit comme ça, on va faire tout en sorte, là, pour que ce soit comme ça en revenant jusqu'à nos jours. Alors, ces deux méthodes d'enrôlement du futur, elles ont des inconvénients. Elles ont des avantages, elles ont des inconvénients. Alors, pour ce qui est de la grande vision, elles transfèrent des situations du présent dans le futur. Bon, vous me direz, tant mieux, mais en même temps, les situations du temps présent, elles peuvent complètement disparaître. C'est-à-dire que quelque chose qui était un problème aujourd'hui, en fait, c'est plus du tout un sujet dans 5 ou 10 ans, pour x, y raison. Voilà. Donc, la difficulté, c'est d'organiser toute une activité sur un présent, alors que finalement, en fait, peut-être que le problème ne se posera pas dans 5 ou 10 ans, voyez. Donc, ça a des limites. Et puis, pour ce qui est des projections pragmatiques, on est toujours dans le prolongement d'un comportement connu. Donc, encore une fois, si on a des changements de comportement ou des limites technologiques, c'est ce que prévoyait d'ailleurs Moore en 65, qui disait à un moment donné, on va être limité parce qu'on aura la taille de l'atome. Bienvenue aux nanotechnologies, mais bref, là, donc tout ça pour dire que toutes ces méthodes, elles ont un peu des défauts, ce qui fait d'ailleurs que la plupart du temps, on mêle les deux. Alors, il y a des documents comme ça qui sont très intéressants à retrouver, qui sont par exemple la vision stratégique du chef d'état-major des armées, qui a été publiée en octobre 2021. Je la partage avec vous parce que je trouve que c'est très intéressant, alors surtout aujourd'hui entre... Taïwan, etc. Donc, c'est une citation. Pour les armées, le continuum paix, crise, guerre qui constituait la grille de lecture du monde. Donc, en fait, là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la vision pragmatique, c'est-à-dire on se dit, en fait, on sait que les gens vont avoir une petite tendance à se taper dessus, donc qu'est-ce qu'on anticipe comme moyen pour limiter ça, pour éviter que notre pays soit attaqué. Bon, c'est quand même une vraie question. Donc il dit, c'était une lecture. Et là, tout d'un coup, il faut changer de lecture. Alors ça, pour moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Tout ça, c'est disponible en ligne, donc vous pourrez le retrouver si ça vous intéresse. Mais, il dit, nous devons désormais envisager et préparer notre stratégie militaire à la lumière de 3 notions: compétition, contestation et affrontement. Moi, je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu ça. Ces 3 notions de compétition, contestation et affrontement sont étroitement intriquées. Alors, quand vous pensez aux droits de pêche, vous vous dites, ah oui, donc là, en fait, ils veulent avoir leurs bateaux qui vont plus loin, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils expliquent, 2 acteurs peuvent ainsi se retrouver au même moment en compétition dans un domaine et en contestation dans un autre. Ils peuvent aussi être en contestation uniquement dans une zone géographique donnée et en compétition dans le reste du monde. Et donc, voilà, donc là, la grande vision, c'est pas une vision rose, mais en fait, en même temps, on lui doit dire que le chef d'état-major des armées, il n'est pas censé, on lui demande pas justement d'être un bisounours.
Mais il dit, voilà, là on a une vraie question du droit international, du fait qu'il peut y avoir des positions agressives et que voilà, on peut avoir à se défendre. Donc en fait, il y a une vision qui est, je pense que celle de malgré tout du non, d'un maintien, on va dire, en tout cas de la compétition, mais pas de l'agression. Mais voilà, ça reste un exemple concret et d'une structuration vraiment de toute une industrie et de tout un corps de l'État par rapport à une vision à la fois pragmatique et une vision voilà, pour un futur qu'on espère meilleur. Alors, pour revenir sur des sujets un chouïa plus légers, je vais vous aborder donc la question des terrains qui, moi, m'ont objectivement, voilà, sur lesquels j'ai pu travailler. Donc, en fait, plus de 20 ans dans des sujets, comme je vous le disais, assez divers, des réseaux distribués mobiles, des tables tactiles pour les gens qui ont des handicaps visuels, voilà, des agents virtuels intelligents, enfin toutes sortes de choses. Et où ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de me dire qu'il fallait introduire ce qu'on appelle une anthropologie symétrique du design. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, l'anthropologie, c'était souvent de regarder ce que faisaient les gens, et puis aussi ce qu'ils disaient. Mais dans une anthropologie symétrique, on va se demander aussi ce que les objets font faire. Et comment est-ce qu'ils participent, comment est-ce qu'ils construisent, en fait, avec nous, notre environnement. Et ça, je pense que pour le design, évidemment, c'est une bonne question. Et alors, en recherche en design, mais aussi dans la pratique du design, on a quelqu'un qu'on cite souvent, parce que ça a été un des grands fondateurs de la recherche en design, c'est un monsieur qui s'appelle Donald Chen, et qui a écrit un article qui s'appelle « Design as a reflective conversation with the materials of a design situation ». Et donc, le design comme une réflexion, comme une conversation réflexive avec les matériaux d'une situation de design. Et il dit, voilà, mais en fait, quand les designers sont en train de travailler, ils sont toujours en train de répondre aux demandes, en fait, et aux possibilités d'une situation de design. Et en fait, il dit bien, les matériaux nous parle, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment d'une interaction entre les matériaux au sens très large du terme, parce qu'aussi bien il va prendre des exemples dans la psychothérapie, donc le langage aussi comme matériau de travail. Il va prendre l'exemple des discussions voilà, entre le chef de chantier, entre des chefs de projet. Voilà, c'est pas simplement le dessin, la maquette, ça peut être toutes sortes de médiums du design qui ont aussi leur modalité d'agir sur nous. Et c'est ça qui nous intéresse justement dans cette question de l'anthropologie symétrique du design. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, puisque je m'intéressais aux pratiques poétiques des ingénieurs et des designers, moi ce qui allait m'intéresser, c'est effectivement ces productions, ces jolies productions de langage, ces jeux de langage, ces productions écrites, qui permettent aussi d'accompagner et qui structurent aussi la façon de voir, qui vont organiser une forme de vision du futur. Alors ça, vous en avez sûrement entendu beaucoup parler, de cette anthropologie symétrique, parce que c'est Bruno Latour en particulier, et la sociologie des sciences et techniques, qui a beaucoup développé, mais il n'était pas le seul. Avant, moi j'aimais bien citer toujours, si vous vous intéressez à la sorcellerie dans le bocage, il y a un des ouvrages en fait qui a été fondateur, avant Latour d'ailleurs, par Jeanne Favre-Sada, qui va s'intéresser à ce que les mots nous font, et pas de façon anecdotique, mais véritablement comment est-ce qu'on peut être affecté. Alors évidemment c'est le cadre un peu particulier de la sorcellerie, mais voilà, c'est pour dire qu'on est aussi affecté par les mots. Donc il y a toutes sortes d'anthropologues qui se sont intéressés justement à cette question de la place des mots, des artefacts intellectuels, on va dire, pour travailler et pour concevoir le futur. Donc classique, une petite note sur la méthodologie. Voilà, donc en fait, moi je me suis intéressée à ces médias de l'invention. Alors médias au sens très large du terme, on se comprend bien. C'est vraiment tous les médiums, aussi bien, encore une fois, tout à fait tangibles que les mots, que les maquettes. Qu'est-ce qui permet aux designers de produire.
Et évidemment, j'ai croisé ça avec de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens aussi, en fait, hein, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ce truc-là? Est-ce que tu peux m'expliquer, voilà, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu fabriques? Voilà, donc il y avait de l'observation et beaucoup d'entretien. Et puis, évidemment, voilà, le repérage de ces documents, de ces textes et de ces images. Alors, pour moi, il y avait une hypothèse de travail qui était de se dire, voilà, jouer avec les mots, inventer des histoires, créer des images, sont tous des indicateurs de la créativité dans la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, alors justement, contrairement à Bruno Latour, je ne pense pas que ces objets-là soient uniquement des problématiques de marketing ou de défendre un territoire. Je pense qu'ils participent pleinement, enfin, c'était mon hypothèse, et je pense qu'effectivement tout ce que j'ai pu observer, ça le confirme, ça participe aussi à la conception. Voilà, ça c'est ce que je vous disais depuis le début. Alors pour plein de raisons qu'on va aborder de suite. Et alors pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions, vous allez me dire? Eh bien parce que c'est pas mal de pouvoir assumer ces méthodes. Quand vous êtes en ingénierie, une fois que vous avez terminé votre algorithme, vous avez juste envie de boire une bière et d'aller vous reposer. Bon. Et en même temps, eh bien, chez les ingénieurs, il y a toutes ces pratiques justement discursives, et ça me paraît très important de leur redonner une valeur, parce qu'en fait, elles sont mises sous le tapis. Jamais ils vous en parlent réellement. C'est que quand vous travaillez avec eux, vous vous rendez compte que ça joue un rôle très important. Mais ce n'est pas quelque chose qui est revendiqué nécessairement comme méthode dans les articles que vous allez trouver sur le RFID ou sur je ne sais pas quoi à l'époque. C'est pour du coup montrer leur valeur. C'est aussi pour les enseigner. Parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant que chercheur de se dire on ne va pas simplement regarder les choses, on va les partager. C'est aussi de façon à les mettre en pratique, c'est-à-dire une fois qu'elles sont mieux comprises, c'est plus facile de les mettre en pratique, donc ça c'est quand même un des objectifs. Ça permet aussi de les explorer, c'est-à-dire de se dire il y a peut-être aussi des limites, il y a peut-être façon de faire autrement, et donc l'idée ça peut être aussi de vouloir en inventer des nouvelles. Donc c'est tout ça pour les raisons pour lesquelles moi j'ai fait ça. Alors maintenant, nommer. Alors là, une petite précision, petite précaution s'impose. Vous allez avoir le sentiment qu'effectivement, beaucoup de choses que je vais vous raconter, ça peut être drôle pour des gens qui ont l'habitude de rédiger, qui sont des designers graphiques, qui sont des scénaristes. Alors là, on va quand même mettre les choses tout à fait au clair. Encore une fois, quand on est ingénieur, qu'on a fini de développer l'algorithme, c'est clair que cette pratique poétique, elle n'est pas enseignée absolument dans les écoles d'ingénieurs, je vous l'avoue. Et donc, de réussir à faire ce travail qui pourtant est nécessaire, donne lieu à, on va dire, des logos, des noms, enfin, toutes sortes de choses qui vont peut-être vous paraître un peu pas très travaillées, quoi. Mais en fait, elles sont très travaillées pour des gens qui, effectivement, n'ont pas été formés pour faire ce genre de choses. Enfin, comme ça, on est très clair que ces trois beaux projets, Safari, Popeye, Transhumance, qui étaient trois des projets donc européens et de l'Agence nationale de la recherche avec des partenaires industriels, etc., etc. Donc quand vous voyez ces magnifiques logos, juste vous avez vos deux yeux pour pleurer, je sais. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent en fait autour de ces dessins qui ne sont encore une fois pas faits par des spécialistes. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de ces noms. Et c'est ça qu'on va regarder un petit peu ensemble. Mais surtout, je vais vous dire pourquoi est-ce que moi, ça m'a attiré l'attention. Vous êtes dans une entreprise, vous avez à vendre un produit. Évidemment que vous allez vous soucier du nom du produit et que vous allez vous soucier du logo, de la charte, de tout ça. Mais quand vous êtes dans un projet de recherche, pourquoi vous avez besoin d'un logo ? Vous n'en avez pas besoin. En fait, pas du tout. Vous avez besoin d'un nom clé pour dire, voilà, j'ai un projet qui s'appelle truc et qui va parler de ça. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'un acronyme comme si vous étiez en train de lancer, je sais pas quoi? En fait, non. En fait, vous n'en avez vraiment pas besoin. C'est pas ça qui va vous faire gagner
De quoi payer des doctorants, des post-doctorants, du matériel, des ingénieurs, tout ça? Non. Des designers? Non, c'est pas ça qui va vous rapporter quoi que ce soit. Vous ne le vendez pas après votre projet, hein, soyons clairs. Une fois qu'en fait vous avez de l'argent, eh bien, vous êtes en train d'essayer de monter de la recherche autour de ça, mais voilà, c'est tout. Donc pour moi, c'était ça, c'était quand même un truc de dingue. Mais pourquoi ils font des logos? Parce que bon, quand même, moi j'ai fait les sciences de l'information et de la communication, on a quand même une petite idée de ce que c'est que le marketing et la publicité, et là tu te dis, je vois pas le rapport. Bon. Donc je me suis dit, si ça existe, c'est que ça doit avoir un rôle. Alors ça, c'est quand même la règle absolue en sciences sociales, toujours. Si les gens font les choses comme ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Bah, on se pose toujours la question de la bonne raison. C'est pas stupide, c'est qu'il y a une bonne raison. Toujours. Alors, une chose qui m'a intéressée en particulier, c'est par exemple comment est-ce qu'on allait inventer le nom d'une discipline. Bah oui, imaginez-vous qu'on invente des noms de disciplines, et évidemment, ou de disciplines ou de technologies, et on a un peu deux options. Ça, c'est Umberto Eco qui le dit très très bien. Il dit en fait, soit vous nommez parce que vous voulez être certain de l'absence de polysémie, hein, de ce terme-là. En science, c'est très important. Si vous dites un mot, vous essayez d'utiliser ce mot-là plutôt qu'un autre. Mais voilà, il faut être très très clair sur les définitions qu'on donne. Et donc, on a quelque chose qui, en fait, resserre la définition, ou vous vous dites, bah non, en fait, la technologie que j'invente, je ne sais pas tous ses potentiels. Et donc, contrairement au dictionnaire où on veut absolument resserrer la définition, je veux peut-être trouver un nom, baptiser cette technologie, de façon à ce qu'en fait, elle puisse ouvrir des possibles que je n'imagine pas encore. Et ça, imaginez-vous que c'est ce qui s'est passé pour l'intelligence artificielle. Et c'est John McCarthy, c'est pareil, là vous trouverez en ligne, il y a des choses très intéressantes là-dessus. C'est John McCarthy qui dit, bon voilà, on était là à se poser des questions, comment est-ce qu'on allait parler de ces calculs, de ces ordinateurs puissants, et on a hésité, et on s'est dit, ouais, on va peut-être dire machine intelligence. Mais en fait, c'était pas, voilà, c'était encore la machine, ça limitait un peu l'ambition, c'était, voilà, ça nous convenait pas. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés, mais ça a été des vraies discussions, hein, avec plein de gens, à dire, mais finalement, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, vous allez pouvoir me dire, oui, mais ça, c'est du marketing. Bah, oui et non, parce qu'encore une fois, là, ils ne vendent rien, pour le coup, hein, à ce moment-là. Mais en revanche, il dit très clairement, les gens sont plus passionnants que les machines. C'est bien de se dire, bah voilà, il y a quelque chose il y a une espèce d'horizon, hein, l'humain, qui serait peut-être la limite de ce qu'on pourra faire techniquement. Je n'ai pas d'envoi ignoré. Voilà. Non. Il y avait des références à la science-fiction. Ça va être très important dans le travail, effectivement, de futurabilité, hein, de mise en futur. Et puis, il faut être ambitieux. Voilà, il faut se dire, bah, je ne vais pas tout de suite limiter mon petit bazar, là. Je vais dire, voilà, on peut faire plein de choses, allons-y, quoi. Donc, ouvrons une grande perspective. Après, je ne vous dis pas que les préoccupations de marketing sont absentes de toute cette réflexion-là, bien sûr que oui. Mais ça n'est pas que ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour le Bluetooth. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce qu'on a ce truc-là qui s'appelle Bluetooth. Ça, c'est quand même un truc, tu te dis Bluetooth, quoi. La dent bleue. Alors, il faut savoir que les noms de ces technologies, en fait, c'est du 802.11 et que, en fait, tout le monde commençait à en avoir ras-le-bol d'appeler ça 802.11. Hein, c'est une norme de fréquence de courte portée. Et donc, en fait, là, l'idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire par ce truc Bluetooth ? Et en fait, vous avez vraiment des instances de normalisation. Et les chercheurs, donc ça aussi c'est pareil, hein, c'est assez intéressant, donc les chercheurs qui participaient à ces instances de normalisation se sont dit, en fait, il ne faut pas qu'on soit trop, encore une fois, pas trop dans le descriptif technique. Alors eux, ils sont carrément partis à l'opposé, hein, parce que Bluetooth n'a quand même plus rien à voir avec 802.11, on est bien d'accord, mais de dire, on n'arrivait pas
Voilà, on avait BizRF, le MC-Link, Nokia voulait du Low Power RF. Et voilà, et donc en fait avec tous ces mots super techniques, on n'arrivait pas à rallier tout le monde, donc il y avait quelque chose quand même de l'ordre d'une communauté qui devait pouvoir s'exprimer avec des entreprises qui avaient, elles, pas nécessairement voilà, exactement la même idée sur le sujet de cette technologie. Et il se trouve que Bluetooth, c'est le nom d'un roi du Danemark, il y avait beaucoup de gens dans la technologie et dans ces instances de normalisation qui venaient des pays scandinaves et qui a unifié la Scandinavie. Bon, voilà. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais encore une fois, ce qui est souvent très intéressant dans ces histoires-là, c'est les discussions auxquelles ça amène. Et là, je vais vous en parler d'une. Voilà, donc là, on était impliqués sur ce que a amené une sorte de peer-to-peer, donc je pense que tout le monde est familier avec cette notion de pair à pair, hein, c'est-à-dire que, admettons que ça, ce soit un appareil, voilà, ça peut communiquer avec l'ordinateur, qui peut communiquer peut-être avec le micro, et l'idée, c'est que ça ne passe plus par un serveur central. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous envoyer, puis vous pouvez être en déplacement, et puis évidemment, quand vous êtes hors de portée, vous ne communiquez plus rien. Mais quand vous êtes en portée, vous pouvez faire des réseaux très très souples. Et on s'est intéressé à cette question de ces réseaux distribués mobiles, en particulier parce que c'est ce qui avait permis, surtout pendant le printemps arabe, quand en fait la coupure quand on a coupé en Égypte l'arrivée d'Internet dans le pays, eh bien il y a quand même eu des modalités de communication sur réseau, parce qu'il y avait ce système Bluetooth, bon, de pair à pair. Et donc on s'est posé la question, alors vous allez me dire Adam, bon bref, et donc l'acronyme, hein, c'est architecture distribuée, application multimédia multiple. Inutile de vous dire que pour arriver à ce truc-là, on a beaucoup cogité, mais en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de cette petite anecdote là? C'est parce que sur ce projet-là, on confrontait en fait des visions de ce que c'était que cette technologie-là. Donc le Adam, on s'en fiche, c'est le nom du projet ANR, voilà, on oublie. Mais ce qui était intéressant au moment où on nommait notre projet, pour lui donner un acronyme, parce que pour XY raison, il fallait donner un acronyme au projet, eh bien, on était vraiment à se dire, mais en fait, ça veut dire quoi, ces réseaux distribués mobiles? Pourquoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça change sur le plan social? Quels sont les exemples de développement? Pourquoi est-ce que les gens font ça? Voilà, c'était ça qui nous intéressait. Donc c'est plutôt au moment de nommer. Et alors là, il y a eu imaginez-vous un article hein, sur cet aspect-là, sur The Handbook of Artificial Intelligence. Ils ont repéré tous les mots, tous les acronymes qui étaient donnés. Donc soit qui étaient des noms de personnes, comme c'était le cas pour nous, qui étaient soit fonctionnels, soit dénotatifs, qui étaient complètement arbitraires. Enfin voilà, ils ont essayé de regarder comment est-ce que les projets de recherche en intelligence artificielle, justement, déployaient des noms très, très variés. Et ici, un projet qu'on a fait avec le CNAB, avec le laboratoire Cédric, et qui s'appelait Plug, Play Ubiquitous Games and Play More. Encore une fois, on passe par l'anglais, qui a quand même une certaine facilité à être manipulé. Eh bien, on voulait se dire, voilà, il y a le plug and play, il y a quelque chose qui dit que c'est facile à utiliser. Voilà. Donc, encore une fois, on a beaucoup réfléchi, alors qu'encore une fois, le nom du projet n'a aucune espèce d'importance. Enfin, franchement, ça n'a pas d'importance. Ça ne change pas la stratégie de recherche, mais en revanche, ça permet aux gens qui nomment de commencer à se poser des questions. Sur les logos, pareil. Alors là, il se trouve que j'ai un peu l'historique d'un projet qui était sur la question du rire chez les agents virtuels intelligents. Quand est-ce que, vous savez, ces petits bonhommes qui vous accueillent, qui disent « Ah, est-ce que je peux, machin chouette ?» Et quand vous êtes foudrage et qu'il y a quelqu'un qui vous fait un grand sourire, enfin un agent virtuel intelligent qui vous fait un grand sourire en face, c'est juste super énervant. Donc la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut capter dans les interactions avec les humains des dispositions d'énervement, de contentement, de quoi ou qu'est-ce, et surtout comment est-ce qu'un agent virtuel intelligent sur un ordinateur, voilà, différents supports, peut
réagir avec des sourires, avec des rires. Voilà. Et donc c'était ça l'objet de cette recherche. Et ce qui a été intéressant dans le montage de ce... Alors là, pour le coup, c'était avec la Cantoche, qui est une entreprise qui fait justement, qui fabrique ces agents virtuels intelligents avec une vraie compétence graphique, ce qui se voit immédiatement par rapport aux autres. Mais du coup, il y a eu plusieurs réflexions sur ce que rire voulait dire, parce que c'était encore une fois une équipe pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi rire pour les sociologues, ça veut dire rire, ça veut dire quoi pour les psychologues, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan technique, comment est-ce qu'on va rendre à la fois les ambitions de connaissance de ce rapport aussi au monde artificiel. Comment est-ce qu'on va rendre compte de toutes ces choses-là à travers un logo. Donc, de nouveau, tout un travail de discussion, de mise en œuvre visuelle des enjeux de ce projet. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que ce soit les noms et les logos, ils augmentent, d'après ce que j'ai pu en voir, en tout cas, la portée du projet. D'abord parce qu'en fait, ils vont travailler sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'authenticité. Parce que ces noms, ces logos, ils veulent dire l'invention. Que ce soit d'un point de vue fonctionnel, que ce soit d'un point de vue social ou esthétique, et aussi du point de vue des valeurs. Donc il y a quelque chose qui se joue dans ce nommage qui a à voir vraiment avec l'authenticité. Pourquoi est-ce qu'on le nomme de cette façon-là? Il y a quelque chose aussi qui a à voir avec l'originalité. C'est-à-dire quand vous faites un travail comme ça pour nommer, c'est que vous vous distinguez effectivement des autres, mais c'est aussi parce que vous explorez tout ce qui va être de l'ordre des connotations. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça peut évoquer? Comment est-ce que ça peut ouvrir? Quand vous dites intelligence artificielle, maintenant on ne s'en rend plus compte, quoi. Mais, parce qu'on l'utilise comme ça, quoi, sans vraiment y réfléchir, mais qu'est-ce qu'on ouvre en fait comme imaginaire? Et donc l'originalité, c'est aussi de transformer un peu un regard, de plus être toujours dans une métaphore. Ricoeur parle de métaphore vive et de métaphore morte, mais c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour que ça redevienne quelque chose de vivant qui nous demande d'explorer un peu les choses différemment? Il y a un travail évidemment sur le son. Et puis dans le nom, alors ça va être très différent évidemment des récits. Dans le nom, il y a quelque chose qu'on peut appeler de l'ordre de la condensation. C'est-à-dire que dans un nom ou dans un logo, vous êtes obligé de faire des choix drastiques, évidemment, parce que vous ne pouvez pas tout raconter. Et donc, il y a un travail de synthétisation, de synthèse, où du coup, vous êtes obligé de vraiment réfléchir à la hiérarchie des caractéristiques de votre projet. Vous allez laisser des détails, vous allez dire non, ça c'est moins important que ça. Et donc ça vous fait aussi réexplorer vraiment les enjeux de ce que vous êtes en train de concevoir. Et puis évidemment, cette forme de synthèse, elle a quelque chose de mémorable. Un nom, c'est quelque chose qu'on est censé pouvoir se rappeler plus facilement qu'une liste ou une recette ou qu'une formule. Alors ça a été vraiment étudié, ce que nommer veut dire, c'est que ça lance du coup un processus d'interprétation. Alors Searle qui est un théoricien linguistique, va parler de looseness. Alors looseness, c'est quelque chose qui est loose, c'est-à-dire qui est justement pas super défini, mais qui peut renvoyer vers tout un processus d'association, d'interprétation. Le fait est que tous ces noms sont aussi totalement sensibles au contexte, c'est-à-dire que pour chacun, ils vont évoquer des choses différentes. Et donc, très souvent, moi j'entends les gens qui disent « oui, c'est très compliqué, on n'a pas le même langage, il faut qu'on ait absolument le même vocabulaire ». Eh bien oui et non. Et non, pourquoi? Parce que justement, le fait d'avoir des visions différentes sur un même mot, ça vous permet aussi de repenser vos propres références, de repenser la façon dont vous percevez finalement les choses et peut-être de les remettre en question parce que quelqu'un d'autre d'une autre discipline, avec un autre point de vue, va avoir une autre interprétation de ce mot-là. Donc c'est ce qu'on appelle dépendant du contexte, dépendant des personnes qui sont autour et qui disent voilà moi comment est-ce que je le pense. Et du coup ça va tout de suite alimenter ce processus de nommage, des processus qu'on analyse beaucoup en analyse sur le design qui sont
convergence, qu'il y a des moments où évidemment il va falloir qu'on se mette d'accord. Si je vous dis passe-moi le sel, il y a vraiment au bout d'un moment, si vous me passez tout sauf le sel, ça va finir par m'agacer, quoi. Donc pareil dans un projet design ou un projet d'ingénierie. Mais il y a beaucoup de moments divergents et les noms, ça permet à la fois ça, c'est-à-dire ça permet à la fois ces moments de divergence et des fois de divergence et de convergence. Et puis aussi, ça peut se référer à toute une famille de descriptions possibles. Ça, c'est quand il y a des noms qui sont dans des familles de noms. Alors, l'intérêt aussi de la poétique, hein, c'est que ça fait un lien très important entre l'espace, le monde du design, le moment où on produit, et celui où on va le recevoir. C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est un nom, naming and necessity, ça c'est un travail que Kripke, aussi linguiste, a fait sur ça veut dire quoi nommer. Et il dit, en fait, un nom, ça ouvre, c'est une ouverture de monde possible. Mais à un moment donné, vous avez cette chose avec un nom. Et bien là aussi, en fait, au moment de la réception, donc ce lien qui va se faire entre le moment où vous l'avez vous inventé et le moment où il va se répandre en société, eh bien, il y a de nouveau une réinterprétation possible. Donc c'est ça qui est très intéressant avec le nom, c'est que ça ne s'arrête pas au moment de la production, ça relance un processus d'interprétation au moment où les gens l'entendent et disent mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là, qu'est-ce que ça signifie, etc. Ce qui est très important aussi, ça c'est ce qu'on sait aussi avec les travaux de la chaire théorie et méthode de la conception, de l'école des mines avec qui on travaille beaucoup, c'est que en fait on ne peut pas avoir de l'invention sans une augmentation des bases de connaissances. C'est-à-dire qu'en même temps, designer et se rendre compte qu'on a besoin de nouvelles connaissances et ou qu'il faut trouver des connaissances nouvelles pour pouvoir inventer un objet complètement atypique, eh bien ça c'est vraiment la base, on va dire, du design et ou de la conception plus généralement. Et ce qu'il y a de certain, c'est que la poétique, elle nous aide à augmenter cette base de connaissances. C'est-à-dire qu'elle va mettre dans la technologie des pratiques sociales et culturelles, puisque nommer, c'est pas soudé, quoi, c'est autre chose. Et ça permet de renvoyer encore une fois, à d'autres modalités, d'autres façons, d'autres connaissances. Alors, je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite sur les récits, parce que, il est déjà 19h03. Alors, le truc aussi qui était très chouette, moi qui ai lu des quantités industrielles de science-fiction, ça je peux vous le dire, mon père avait une collection absolument énormissime de livres de science-fiction, et moi j'en ai lu énormément aussi. J'ai même fait mon mémoire sur, alors c'est pas la science-fiction, vous me direz, sur Le Seigneur des Anneaux, pour vous dire, à l'époque, où c'était à peine, ça démarrait à peine. Donc moi, ça m'a toujours beaucoup intéressé, ces récits de science-fiction. Et j'arrive dans une école d'ingénieurs, et là je me rends compte qu'évidemment, c'est loin d'être... c'est un monde totalement partagé, c'est-à-dire que beaucoup d'ingénieurs vont citer en fait des romans de science-fiction pour dire oui, alors là tu vois, faudrait faire comme dans tel roman où il y a ce truc qui permet d'être à la fois de faire ceci et de cela, de commander le... Bon. C'est très intéressant, c'est-à-dire que cet imaginaire, il est présent dans la culture, vraiment. Je ne dis pas que ce soit une obligation, on peut tout à fait être concepteur sans avoir lu tous des rayons entiers de science-fiction, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun. Et donc évidemment, ça pourrait être, comme je vous dis, soit c'est une passion, c'est-à-dire que vous aimez la science-fiction comme vous aimez, je sais pas quoi, moi les pommes de terre, mais ça peut être aussi le signe, encore une fois, d'une rationalité dans l'invention. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par mise en récit? Alors, pour moi, vraiment, la référence incontournable en matière de récit, c'est Ricoeur, parce qu'en fait, Ricoeur nous dit que le temps et le récit, ce sont deux choses qui sont complètement liées. On a notre rapport au temps, il est organisé par notre mise en récit.
Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une mise en récit? C'est l'opération qui tire une configuration, une simple succession d'événements. On est capable de faire un lien entre des choses, et surtout on le dit, quoi, hein, parce qu'on comprend bien que tout ce qu'on vit, voilà, tout ce qu'on est capable de percevoir à un temps T, c'est tellement juste massif, et donc à un moment donné, pour qu'on ait ce sentiment du temps, il faut qu'on soit capable de dire « Ah oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai eu telle expérience. » Voilà. Bon. Donc, ça c'est intéressant parce que non seulement ça va nous orienter vers les représentations du temps, mais aussi cet effort de mise en cohérence. Voilà, ce qui est toujours très intéressant dans cette affaire-là, c'est que, et c'est ce qu'on fait en permanence, c'est-à-dire c'est que le récit, et vous voyez bien que c'est le cas aussi des récits complotistes, des récits, c'est qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, et donc pour faire cohérence, on va utiliser la puissance du récit qui va nous permettre de faire ce truc absolument incroyable, qui nous permet de mettre des personnages avec des vies très différentes, ça va nous permettre de relier des lieux très différents, mais tout ça avec une forme de cohérence. C'est incroyable le récit quand vous réalisez ça. Hein. Alors pareil, hein, il y a des gens qui ont étudié évidemment en littérature ce que qu'était la science-fiction. Ce qu'ils disent souvent, c'est que la science-fiction, c'est aussi un mode d'analyse de notre temps présent. C'est-à-dire, encore une fois, là on reprend ce que je vous disais au tout début sur comment est-ce qu'on se projette en fait. Il y a un peu de façons de le faire. Et quand on est dans le domaine de la grande vision, c'est-à-dire qu'on se dit, ah ouais, là il y a... Comment est-ce que ce problème-là, il pourrait se transformer dans le monde futur? C'est évidemment nos rêves, nos angoisses, nos tourments, hein, tout cet inconscient qui va se manifester dans ce récit du futur et qui a totalement à voir avec notre présent, évidemment. Donc, voilà, donc là, la question, c'est de se dire, effectivement, ces récits de science-fiction, ou de fiction de science, ils vont avoir avec, évidemment, cette question de grande vision, de quelque chose qui nous travaille aujourd'hui, et de comment est-ce qu'on le transpose dans un autre, dans un espace littéraire, mais qui nous permet d'y réfléchir. Ça, c'est très important, ça nous permet de réfléchir aux choses, hein, quand même, les récits. Et c'est Gordon Dixon, que vous devez connaître pour ceux qui aiment la science-fiction, qui dit « La science-fiction est en fait essentiellement une cellule de réflexion non structurée, elle est structurée par le récit, bien sûr, mais dans laquelle les auteurs de différents points de vue peuvent peindre différentes solutions ou conséquences que leur suggèrent les problèmes ou les situations actuelles. Elle est la forme littéraire idéale pour véhiculer des idées ou des arguments. C'est un sac à graines de fiction philosophique. » C'est joli quand même. Joli. Alors, en fait, quand on est dans un projet d'ingénieur où ingénieur et designer travaillent, on va dire sur le même projet, ils vont utiliser des façons de faire récit très différentes. Et moi, ça m'a bien intéressé. Alors, chez les ingénieurs, on appelle ça des use cases. Et ces use cases, ils prennent plusieurs formats. Je vais même pas vous les lire, ces formats, mais c'est juste pour que vous voyez visuellement quelle tête ça a. Alors ça a ce format-là, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un projet européen, on était en train de dire, voilà à quoi ça va servir. On imagine une situation où, et voilà, et là, les gars, ils racontent. Okay. Ça c'est un récit. Machin là, c'est un récit. Parce que il y a la première action, les acteurs qui... C'est un schéma grémacien. Alors pour ceux qui sont habitués à ce genre de choses, on fait ça beaucoup en design. C'est-à-dire qu'il y a une quête, il y a des gens qui aident la quête, il y a le héros qui poursuit la quête, il y a des choses qui empêchent la quête, et puis voilà, il y a un grand objet, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Je vous la fais courte et rapide, mais c'est là-dedans. Du coup, c'est aussi, là on continue de faire récit. Ça, c'est encore un use case diagramme. Hein, donc, voilà. Donc, à chaque fois, c'est une façon de regarder comment est-ce que les gens vont utiliser cette technologie, comment est-ce qu'elle va leur permettre de faire quelque chose. Donc, l'objet, là, quand on parlait tout à l'heure d'anthropologie symétrique, l'objet, c'est un acteur. Hein,
c'est pas simplement un truc pour faire joli sur une table. C'est comme dans le bon cinéma, quand vous voyez au cinéma le fameux verre de lait, et que le verre de lait, il va servir à quelque chose dans le film de Hitchcock. No spoiler alert. Je ne vous dirai pas à quoi. Bon, voilà, donc je continue, ça peut avoir cette tête-là. Alors, l'avantage de ces machins et les inconvénients. Alors, les limites, c'est qu'évidemment, voilà, ça c'était pour décrire les fonctionnalités d'une technologie. Nombre très limité d'actions. Absence totale de subjectivité. Totale de réel contexte, hein, on va le dire. Bon. Et puis, les caractéristiques techniques, c'est ça qui fait le centre du récit. Hein. C'est ça qui va structurer véritablement comment est-ce qu'on voit la technologie permettre une activité. Mais ça a beaucoup de vertus maïeutiques. Ça permet de faire beaucoup de choses, de mettre en récit de cette façon-là. D'abord, ça fait basculer l'ingénieur à une posture d'auteur. Tout d'un coup, il porte une responsabilité, ce n'est pas simplement une technologie, là tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'en sert de ce truc-là, de son nouveau bidule. Ça organise aussi un plan de travail, ça n'a l'air de rien, mais quand vous faites des dessins comme ça, vous vous dites « Ah, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça, il va y avoir telle personne qui va être là, il va y avoir, ça va rentrer dans le système, ça va ressortir dans le système. » Donc en fait, vous êtes obligé de faire une sorte de plan de travail qui va vous aider vraiment à vous dire, voilà, tout le système, là j'essaye de me faire une représentation de tout ce dont j'ai besoin et aussi de à quel moment c'est la personne qui va prendre la main, à quel moment c'est le système qui prend la main, comment est-ce que le système interagit avec la personne. Ça crée un ressort dramatique. Alors moi j'ai trouvé un truc, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est que quand vous écrivez là le premier petit récit, là, en fait, il y a une évaluation de ce récit. Donc, quand vous faites le récit pour dire « oui, voilà, il faudrait qu'on imagine quelqu'un qui serait dans une gare et qui ferait ceci, cela », eh bien, les gens autour de la table disent « non, non, mais là, ton récit, c'est pas un bon, parce que ça ne capture pas la spécificité de cette technologie. » Donc, en fait, le problème des récits de sciences de l'ingénieur, c'est d'être capable de dire qu'est-ce qu'il y a d'absolument unique dans cette technologie. Et ce n'est pas des selling points. Hein. C'est vraiment comment cette technologie me permet de faire quelque chose qu'aucune autre technologie ne pourrait faire. Et ça, je peux vous assurer, mais c'est hyper dur, parce que là, on parle vraiment de choses dont on ne sait globalement pas à quoi elles vont servir. On est bien d'accord ? Et puis, ça permet de se représenter la chronologie des activités. Donc ça, des utilisations. Encore une fois, pas toutes, mais un certain nombre. Donc c'est une vision bornée du monde, en effet, mais elle permet de faire un certain nombre de choses. Et puis, eh bien, il y a sur les mêmes projets, c'était ça qui avait de génial, c'est qu'on a pu travailler avec vraiment des designers qui avaient, entre guillemets, le même brief que les ingénieurs, et qui s'entraidaient mutuellement quoi, pour à chaque fois avoir des versions. Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire que le problème n'est pas de savoir si vous avez, comment dirais-je, une étape plus aboutie de votre projet en passant de tel modèle à tel modèle, à tel modèle, à tel format. La question, c'est de dire à chaque fois, qu'est-ce que ça me permet de voir, hein, qu'est-ce que ça me permet de réaliser, d'avoir tous ces formats de représentation. C'est ça l'essentiel, en fait. Et les designers, ils ont des façons. Ils peuvent se faire ça, hein, c'est pas le sujet. Bon, et vice-versa, hein, j'ai simplifié designer, ingénieur, mais bon, voilà. C'est pas pour faire des barrières absolument hermétiques, hein, c'est juste pour dire que, voilà, spontanément, il pouvait y avoir différents types d'activités. Et en tout cas, il y a des demandes qui sont faites, ou il y a des enseignements qui sont faits dans des écoles d'ingénieurs, et qui sont faits dans des écoles de design, et qui ne sont pas les mêmes. Donc, évidemment, quand vous demandez à un designer de travailler sur un projet, oui, bien sûr qu'il va vous faire une mise en scène du projet. Bien sûr. Voilà. Et donc ça, on avait fait ça avec Jean-Louis Fréchin. Donc le premier projet que j'ai monté, c'était en 2001. Et j'avais proposé donc à l'ENSI, ça a été leur premier projet de recherche, de travailler sur un projet justement de matérialisation de ces questions de réseaux distribués mobiles, encore une fois.
Et donc il a fait travailler tout un groupe d'élèves, ça a été super intéressant, pour dire, bon ben voilà, alors là je vous montre évidemment des formats qui ont rien à voir, vous voyez les images, donc en fait, là tout d'un coup, on n'a pas du tout les petits schémas là que je vous montrais tout à l'heure, hein, mais alors vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. On faisait ça en partenariat, je ne sais plus si c'était avec la SNCF et la RATP, je ne me rappelle plus, mais bon bref, donc c'était dans la gare, et donc la question c'était de dire, bah, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dispositif à la fois. C'était l'époque, je me rappelle. On parle de ça, j'ai l'impression à chaque fois d'avoir inventé le dinosaure, mais bon, c'était quand même l'époque où le Wi-Fi, on ne savait pas ce que c'était. Hein. Donc, en fait, vous aviez à l'intérieur des gares des gros panneaux pour dire ici, il y a du Wi-Fi. Voilà. Donc là, la question de la tangibilisation, voilà, de choses qui sont des ondes, donc qui sont quand même invisibles, c'était le sujet en fait pour l'ENSI. C'est-à-dire que c'était la question de dire, on peut pas faire, faut faire en sorte qu'à un moment donné, ça se matérialise. Donc voilà, ils avaient produit toutes sortes de scénarios possibles. Alors, encore une fois, entre la vision bridée et la vision brodée du monde, quelles sont les limites? Eh bien, c'est une mise en scène idéale, évidemment, parce que là, voilà, tout va bien, ça s'installe au milieu de la gare, voilà, trop bien. On a une absence quand même du mode de fonctionnement technique des dispositifs. Encore une fois, là, on était au niveau de l'idéation. Ça ne veut pas dire qu'ensuite, encore une fois, tout ça ne se rejoint pas. Hein. Voilà. Mais, et puis, surtout, ces représentations, il y a une absence d'enchaînement précis, évidemment, des fonctionnalités. En revanche, les qualités évidentes de ce type de mise en scène, c'était de dire, bah, on passe de l'observation à la création, c'est-à-dire que tout d'un coup, là, on a quelque chose qui devient de plus en plus tangible. On prépare une esthétique. Alors, esthétique, pour moi, c'est pas simplement ça fait joli. Hein. C'est-à-dire, on prévoit toute l'expérience sensible. Donc, la question des lumières, la question de la taille, la question de comment est-ce que ça rompt le flux, par exemple, des personnes qui arrivent dans la gare, comment est-ce qu'on bute dessus. Voilà, l'esthétique, c'est ça. Hein. C'est vraiment toutes les dimensions sensibles que ça va mobiliser. On crée ce que Bakhtin, c'est un truc qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, c'est cette notion de chronotope, c'est-à-dire qu'en fait, les designers, ce qui avait de bien, c'est qu'ils n'étaient pas uniquement focalisés sur la problématique d'une chronologie et l'action A suivie de l'action B et de l'action C. Ils voient un ensemble aussi dans un espace, donc ça c'est très précieux. Et donc effectivement, ils anticipent la spatialisation, la spatialité des utilisations. Tout ça pour dire que finalement, c'est très très bien d'avoir les deux en même temps, parce que tout ça, ça vous fait autant de versions possibles, autant de formats qui vous permettent de questionner, d'explorer et de rendre plus et d'augmenter en fait à la fois vos connaissances, les possibles du projet. Du coup, on voit bien qu'il y a un peu deux objectifs à ces scénarios et ces scénarisations. Donc, on voit bien que là, il y a toujours cette idée de dire « Ah oui, on a besoin de scénarios pour… » Qu'est-ce qui permet, en fait, aujourd'hui le développement de ces technologies et puis surtout, qu'est-ce qui rend probable? C'est-à-dire, qu'est-ce qui rendrait possible? Alors, encore une fois, on n'est pas uniquement sur des technologies, mais… la question de l'espace des médiums, c'est-à-dire le moment de la production, cette interaction fine, complexe des designers, des concepteurs avec tous leurs matériaux qui va de l'intelligence artificielle au bois, avec tous les objets intermédiaires de conception. C'est vraiment cette question de se dire, mais voilà, comment est-ce que de cet espace-là, on va réinvestir l'espace social? Donc ça, c'est la question aussi, pas simplement de la faisabilité, comme on dit volontiers en ingénierie, mais des façons dont ce que vous proposez va pouvoir s'inscrire en culture. Vous voyez bien qu'il y a des visions de ce que veut dire s'inscrire en culture qui sont très différentes selon les formats. C'est-à-dire, c'est des activités. Non, c'est une expérience sensible, voilà, complète, voilà. Et puis il y a encore plein d'autres façons de le représenter. Alors, je vais peut-être passer un peu plus vite là parce que le temps passe vite. Je vais passer ça vite. Juste pour vous montrer ce petit dessin.
sachant qu'on est du coup dans les scénarios, on peut faire des typologies en fait, hein, des rapports au futur hein, dans ces fameux scénarios. Alors c'est clair que quand vous êtes dans un projet d'ingénierie, vous êtes porté en fait, hein, il y a quelque chose qui porte, je pense les concepteurs, on y reviendra, il y a quelque chose qui porte le concepteur, il y a une poussée en fait de la découverte, vraiment. C'est-à-dire que vous vous dites, oui, alors on pouvait faire du pair à pair avec des câbles, etc. Et si on n'avait plus de câbles? C'est ce « et si » qui est porté par aucune autre justification, qui pousse aussi les gens à inventer. Et si on faisait les choses complètement différemment? Ce matin, j'étais chez Havas, le groupe Havas, et il se pose la question des data et de l'éthique. Et moi, j'ai envie de dire, mais en fait, on est très prisonnier de la façon dont non seulement le réseau Internet, mais surtout le HTTP a été configuré. Et on travaille avec Frogans, qui est une entreprise qui justement développe et évite tous les problèmes, un grand nombre de problèmes de privacy, parce que tout simplement le HTTP n'avait pas été nécessairement bien conçu pour ces questions-là. Et qu'en fait, le réseau peut supporter d'autres protocoles. Donc vous voyez, plutôt que de se dire « Ah, on va faire tout le temps cauter sur jambe de bois », il y a des fois où il faut peut-être reprendre les systèmes ou les infrastructures à la base. Bref. Donc l'ingénieur, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui se dit « Et si on faisait complètement différemment ?» Et puis il y a, là je vous ai montré une petite image, c'est Anab Jaim, dont j'aime beaucoup le travail, qui n'est pas dans cette forme, on va dire, très optimiste de réseau de récit du futur, parce qu'effectivement, quand on veut porter, quand on va travailler, on va passer des années à développer un système technique, c'est très très dur de se dire on va être pessimiste sur ce truc-là quand même. Non, on va tout s'arranger pour faire des récits qui vont justement porter cet enthousiasme-là. Alors, chez Anab Jaim, c'est beaucoup plus, on pourrait appeler ça plutôt plus rêveur, hein, c'est-à-dire que ça reste dans une exploration, encore une fois, sensible, avec des dimensions de possible, effectivement, de transformation, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, qui est très poussé, parce que c'est des gens qui se connaissent très très bien, hein, par ce qui se fait dans le critical design, qui lui, pour le coup, va pousser. Alors ça, c'est un truc, c'était trop drôle, quoi. C'était soi-disant avec une dent que vous mettiez, un implant, là, vous pouviez téléphoner. Les gens y ont tellement cru qu'il y a eu un article, je crois, dans The Times sur oui, c'est génial, révolutionnaire, machin, etc. Voilà. Vu les coûts d'orthodontie, je ne le recommande pas. Mais voilà. Et donc, ça, c'était un scénario qu'avait inventé justement James Auger de Tooth, là, comme ça, là, qui permettait de communiquer, enfin, comme un téléphone. Mais là, du coup, on a des scénarios qui deviennent beaucoup plus grinçants, beaucoup plus critiques, qui nous permettent de prendre un véritable recul et de se dire « Ah, ça pourrait être bien, ouf, mais ça pourrait être pas si bien que ça, quoi. » Voilà. Et puis, évidemment, dans la science-fiction, on peut être complètement dystopique. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est intéressant de se dire il y a toute une variété possible de scénarios du futur, entre le scénario catastrophe et puis le scénario super optimiste. Encore une fois, pas bisounours, hein, mais qui porte en fait vraiment une capacité d'invention. Il y a toutes ces variations et je pense que l'idée, encore une fois, c'est pas d'en privilégier une par rapport à une autre, mais c'est de pouvoir en avoir toute une grande... tout avoir une nuance. Alors attendez, là je vais passer beaucoup de choses. J'avais prévu, hop, on va arriver ici. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est justement de prendre un petit temps de recul. Alors, j'ai pris ce temps de recul, en fait, parce que je me suis dit, ok, on comprend, il y a des mots, il y a des récits, tout ça, c'est une façon de réfléchir, de penser, de mettre en scène. Il y a plein d'autres façons que les designers ont aussi justement d'introduire en fait des dimensions de futurabilité. Dans le co-design, ce qui est très important, ce qui est majoritairement aussi, enfin en tout cas de façon très répandue, une pratique de design où vraiment on travaille avec les personnes pour décider finalement de ce qu'elles ont envie aussi, de ce qu'elles peuvent.
je me suis dit, mais on est dans une chaire de Design with Care, et j'avais du coup envie de partager avec vous cette fameuse anthropologie du futur, des réflexions qui ont eu lieu pour se demander finalement justement quels sont les différents types d'orientation qui guident notre rapport au futur. Et Dieu sait qu'avec cette pandémie, on s'est retrouvé avec beaucoup de gens, enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont été épargnés en réalité, avec un sentiment de no future. Et bon, ça c'est la pandémie, mais il y a plein d'autres raisons qui font que... Voilà, alors je ne dis pas que j'ai les solutions aux problèmes, mais c'est une façon de prendre un petit peu de recul pour se dire, oui, effectivement, il y a différents types d'orientation. Alors, encore une fois, je vous en ai parlé, hein, bon, ça c'est des références, tout ça, je pourrais de toute façon les communiquer, mais voilà, on s'est posé cette question là depuis les années 2000, donc ça date pas de la pandémie, hein, mais il y a eu vraiment en anthropologie un intérêt croissant pour ce rapport au futur que nous avons au quotidien, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que ça structure aussi notre quotidien, pour plein de raisons. Et ça a été appliqué, vous voyez, sur les biotechnologies, sur enfin, l'anthropocène, évidemment. Bon, voilà. Alors, je passe là-dessus. Alors, les travaux que je vous montre ici, sont des travaux un peu de synthèse sur ces questions-là. En particulier The Anthropology of the Future. Alors pour le moment, malheureusement, ce n'est pas traduit en français. J'espère que ça le sera vraiment parce que c'est un ouvrage extraordinaire, vraiment, qui est une synthèse de beaucoup d'autres travaux et qui dit, voilà, en substance, qu'il y a, on va dire, 6 orientations principales. J'ai gardé d'ailleurs, parce que d'abord, j'ai envie de vous dire, traduire speculation by spéculation, j'ai envie de dire que tout le monde peut le faire, donc ça ira bien. Expectation, en revanche, je vous l'ai traduit par attente, je préciserai un tout petit peu. Et la personne qui a la première parlé de cette question des orientations vers le futur, c'est un anthropologue qui s'appelle Chatsky et donc qui a écrit 2 ouvrages principalement. Alors ça, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français en réalité. The Time Space of Human Activity, et qui dit en fait, on repose en général, c'est pour ça que j'ai parlé de la logique, de l'agir téléologique. Globalement, si je fais ça et que j'ouvre les doigts, notre sentiment c'est que ça va tomber. Et en fait, notre vie, heureusement, elle peut s'appuyer, en grande partie, sur cette attente-là. C'est simple, j'ai le stylo, je lâche, il tombe. Voilà, c'est ce qu'on... Voilà. Et ça, il dit, ça c'est un ensemble donc, de pratiques, c'est-à-dire que comme je sais que si j'ouvre le doigt et que le stylo tombe, eh bien évidemment, c'est des actions, c'est des fins, tout ça, ça me permet d'organiser ma vie, et je trouve ça normal, en fait, de le faire de cette façon-là. Sauf qu'évidemment, donc... Pour aller très vite, donc cette première orientation, alors encore une fois, là il faut prendre peut-être quelques précautions. Quand vous dites ça, c'est de se dire, évidemment, il y a un rapport fort entre cause et conséquence. Bon, c'est aussi ce qui permet la surprise, c'est-à-dire que parce qu'on est tellement convaincu que telle chose, évidemment, telle cause va avoir telle conséquence, et que en fait ça ne se passe pas de cette façon-là, que là pour le coup on est très surpris. Voilà, ça c'est un peu l'essence, ça Derrida en parle, bon voilà. Et là si vous y pensez bien, vous vous dites qu'une des choses qui est, pour moi en tout cas, que je trouve extrêmement angoissante par rapport à cette situation du Covid, c'est que quel que soit votre passé, attendez, moi j'ai 56 ans, je sais quand même ce qui me rend fragile, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, bon, et puis vous vous dites, mais autour de vous, enfin, c'est pas votre passé, donc c'est pas les causes, enfin, ce que vous avez, on va dire, comme comportement normal, qui garantit une réaction à cette saleté de maladie. C'est un truc de dingue, ça, quand même. Globalement, on est bien d'accord que tous, on sait à peu près comment on va réagir après avoir bu un coup de trop, ou si on a l'estomac fragile, ou si on attrape facilement des maux de crâne, et on fait en sorte, généralement, de s'épargner ça.
Et puis là, on ne sait plus trop. Mais expectation, c'est aussi de se dire, on a déjà été vacciné, ça a fonctionné, objectivement, voilà, on n'a pas attrapé la rubéole, la varicelle et je ne sais pas quoi d'autre, donc ça a fonctionné, donc je fais la même chose, ça a fonctionné de la même façon, donc même attente. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, ça peut ou pas l'être, hein, je ne rentre pas dans le débat, mais en tout cas, on peut comprendre qu'on a un mode de fonctionnement à cause de ça. Alors ensuite, on peut opposer cette attente à ce qu'on va appeler l'anticipation. Dans l'attente, ce qu'il y a de pratique, en quelque sorte, c'est que on peut s'appuyer, on peut faire confiance, entre guillemets, au passé. On prend un parapluie, parce qu'on ne sait jamais. La météo, ils se sont déjà trompés, nonobstant Cannes qui pensait qu'on aurait des prévisions météorologiques super pointues. Bon, voilà. Mais en fait, on peut s'attendre à ce qu'il pleuve. Mais on prend un parapluie, no big deal, quoi, hein, tout va bien. Dans l'anticipation, le futur possible, il prend toute la place. Autrement dit, il pourrait pleuvoir, mais alors là, j'y vais à fond. Je ferme les fenêtres, je couvre les meubles du jardin, voilà. Alors, ça peut vous paraître comme ça, c'est une petite anecdote, hein. Mais le temps de l'anticipation, c'est-à-dire se dire « Ah mon Dieu, ça peut arriver, ah mon Dieu, ça peut arriver, ah mon Dieu, ça peut arriver », c'est effectivement une forme d'orientation qui a des aspects ultra positifs, hein, on s'entend bien. C'est-à-dire, quand vous conduisez, vous vous dites « Je vais essayer d'anticiper ce que les autres conducteurs vont pouvoir faire ». Je vais anticiper, je parle de tact aussi, je vais anticiper le fait d'annoncer une mauvaise nouvelle et de le faire avec le plus de tact possible pour éviter de bouleverser une personne. Ou je reste chez moi. Mais ça peut dire aussi, j'anticipe qu'il ne va plus y avoir de sucre, de farine et de papier toilette et je dévalise voilà, les supermarchés à l'annonce de la pandémie. Voilà. Donc, l'anticipation, c'est pratique. Hein, ça soulage d'une certaine façon l'incertitude, mais il y a plein de cas où on se dit, mais les paramètres là, c'est l'anticipation de quoi exactement? On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. On anticipe quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On ne peut plus vraiment s'appuyer sur le passé. Donc, alors évidemment, les anthropologues qui se sont intéressés à ça, ils parlent, mais parce que s'ils s'intéressaient à des contextes politiques compliqués, hein, ils parlent de l'ombre de la violence. Je trouve ça extraordinaire ce terme. La présence absente. Quelque chose qui est, voilà, qui est suspendu au-dessus de nos têtes, là. Et on se dit, on l'anticipe, mais ça paralyse. Et donc là, enfin, je vais aller un petit peu plus vite, mais vous voyez bien, par exemple, que ce régime de l'anticipation qui peut paralyser ou qui peut mener enfin à d'autres sortes d'actions, c'est de dire on ne sait pas les conséquences de ce vaccin-là en particulier, donc on ne se vaccine pas. Hein, on se protège de mille autres façons, hein, c'est pas le sujet, mais voilà. Et en fait, vacciné ou pas vacciné, on est tous quand même un peu dans cette mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer là après? Mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Donc vivre dans le spectre du futur, ça aussi c'est une expression qu'ils utilisent, et bien le présent disparaît en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette espèce de futurabilité, on n'arrive plus, et vous voyez c'est une réflexion philosophique, hein, parce que, bon, je ne vais pas vous traduire de l'anglais, mais en tout cas c'est, on doit patienter, mais on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on patiente. C'est quand même super dur, hein, de vivre ça. Alors ça, c'est donc une façon, voilà, c'est une orientation sur le futur, et puis il y a la spéculation. Alors, pour les auteurs, il y a comme un intervalle, vous voyez, entre l'attente, expectation, et ce moment-là, où rien ne se passe et on se demande bien pourquoi. Il y a un intervalle, une étrangeté là, vous voyez.
on se dit, mais je ne comprends pas là ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on me cache? Alors là, on a eu droit à une autre dose là aussi, hein, j'ai envie de vous dire. On a une autre dose. C'est-à-dire qu'on est dans cette attente et on se dit, il y a quelque chose qui ne se produit pas et on ne comprend pas pourquoi. C'est les moments où on va re-regarder tout le passé et on va le lire de façon complètement différente. Vous savez, on va se redire, oui, mais alors, à l'époque, ou oui, mais il y a ça qui a dû se passer, vous savez, où on réinterprète toute l'histoire. Et on spécule. Et là, il y a une analyse très intéressante dans le bouquin qui dit, en fait, il y a eu des temps comme ça, hein, au XIXe siècle, enfin, on n'est pas les premiers à se poser les questions de complot, de tout ça. Hein. Et en fait, c'est au moment du XIXe que naît une expression qui s'appelle « the confidence man ». Et « the con man », confidence, donc c'est en quoi est-ce que j'ai confiance, en qui j'ai confiance. Mais « the confidence man », c'est celui qui vous perd tout votre argent là en bourse là, et donc qui en fait était un escroc. Donc quelqu'un qui a l'air d'être super sûr de lui. Je ne nommerai personne, mais ils ont été nombreux à être super sûrs d'eux, à vous dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis mais du coup, pourquoi ça fonctionne pas comme ça? Enfin voilà. Donc ce mode de spéculation, c'est un mode qui donne lieu évidemment, enfin qui est celui de la rumeur, hein, qui est celui de la relecture de l'histoire, et c'est aussi le moment où c'est un ressort conversationnel, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est ensemble aussi et qu'on partage nos hypothèses que voilà, qu'on essaye de se projeter dans un futur en réexpliquant le pourquoi, voilà, des choses qui nous seraient cachées. Alors, il y a aussi une autre façon de se tourner vers le futur, qui est de percevoir les potentiels. Ça, c'est merveilleux, je vais vous dire un truc. Hein. Quand on est prof, c'est pour ça qu'on fait ce boulot, hein, parce qu'on voit les potentiels des gens. Voilà, c'est ça qui nous intéresse, c'est de se dire, ah ben voilà, là, les jeunes, là, ils sont fabuleux, là, ils vont pouvoir faire plein de trucs, quoi. Et c'est ça qu'on cherche absolument à aider. C'est un élève qui a du potentiel. Et puis, il faut savoir être ambitieux. Ouais, il faut savoir être ambitieux. Alors ça, la potentialité, c'est... bon, je vais vous passer sur le discours philosophique, hein, mais c'est tout ce qui est en présent et qui peut arriver au sens vraiment d'une capacité que nous aurions à faire advenir quelque chose de nous, du monde. Et donc, c'est aussi bien une potentialité on va dire, dans notre personnalité, mais aussi dans les objets qui nous entourent. Je suis désolée, je passe un tout petit peu plus vite parce que je me rends compte que, voilà, c'est déjà 19h38. Alors, ça a été analysé sur le plan collectif, alors pas simplement dans des bons termes, hein, sur la mafia. Le don gratuit, le don qui ne vous achète pas le pot de vin, hein, crée une sorte de potentiel d'une relation future. Autrement dit, c'est pas acté tout de suite, mais le mafieux qui fait un cadeau, sans attendre quoi que ce soit en retour, et bien tout d'un coup, ça instaure un nouveau rapport entre les personnes, qui est la potentialité d'une relation future différente, ou plus engagée, ou plus aidante, ou plus tout ce qu'on voudra. Donc on voit bien que ça peut être aussi dans les interactions, c'est-à-dire quelque chose qui se pose là et qui pourrait préfigurer d'autres choses. Alors je vais passer directement à ça, parce que quand même, c'est ça qui est bien. L'espoir.
moi, je trouve que c'est bien d'avoir de l'espoir. Hein. Je pense que, voilà, c'est aussi une façon de se projeter dans l'avenir. Je ne dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que ça peut être important, puis je vais vous donner une petite anecdote pour terminer là-dessus. Voilà, l'espoir, c'est ce qui émerge dans l'écart, encore une fois. Alors, ce qui est très important, c'est de voir ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on est dans une seule modalité. Hein. On est forcément toujours dans plusieurs types de modalités. Hein. Mais c'est une façon de gérer l'indétermination de la potentialité. C'est-à-dire que je pense que je peux y arriver. J'ai l'espoir d'y arriver. Il y a quelque chose de potentiel en moi, après tout. C'est toujours ce qu'on dit aux enfants, aux élèves. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on peut. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Alors, il y a plusieurs ouvrages, Miyazaki en particulier, sur, rien que des titres comme ça, vous avez envie de lire. Hein. Economy of Dreams, Hope in Global Capitalism and Its Critiques. Déjà rien que ça, tout un programme. Hein. Ou The Method of Hope, la méthode de l'espoir. Voilà, donc moi je pense que ça aussi, bon voilà, donc ça c'est des choses qui décrivent. Il y a de l'espoir collectif, hein, c'est-à-dire que, et ça c'est très intéressant, c'est-à-dire que quand on se demande mais comment est-ce qu'en fait l'espoir se matérialise, eh bien on retombe sur nos pratiques poétiques. On retombe sur des images, des fictions, tout ce que un autre théoricien de la question qui s'appelle Bloch, je crois que c'est Ernest, qui a discuté beaucoup avec Theodor Adorno, Ernst Bloch, voilà, et Theodor Adorno, vont discuter, ils vont dire, mais en fait, il faut qu'il y ait de l'utopie, il faut qu'il y ait une conscience utopique, et eux, ce qu'ils craignent, c'est qu'elle se rétrécisse. Hein, c'est-à-dire qu'on diminue les moyens d'imaginer des futurs possibles. Et je pense que du coup, le design là-dedans, là, on y revient. Hein. Les pratiques poétiques en ingénierie, même voilà, si elles sont avec les petits moyens du bord, hein, puis avec les compétences aussi du bord, elles sont très importantes, hein, parce qu'elles sont tous nos formats, et c'est là qu'on se dit, oui, c'est pas l'espoir, allez vas-y, espère. C'est, ouais, si tu commences à écrire, ou si tu commences à dessiner, ou si tu commences à faire un schéma, ou si tu commences... ça commence à prendre une forme, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, ce n'est pas uniquement la toute-puissance de notre pensée qui nous aide à espérer, c'est aussi que les médias sont là, enfin les médiums, voilà, le dessin, l'image, les récits sont là pour nous aider à le faire, à le structurer. Alors évidemment, soyons clairs, l'espoir, et nous sommes en plein dedans, si je puis dire, c'est l'orientation des campagnes politiques, hein, pas simplement de l'ingénierie. Mais typiquement, effectivement, si vous allez voter, c'est parce que voilà, tous les candidats, ils doivent vous proposer une vision. Alors, je passe sur la notion de destinée, mais voilà, je voudrais juste finir sur design et espérance. Je vais vous parler d'une amie qui s'appelle Nicole Crane, qui est marine biologist et qui travaille qui a fondé une association avec les gens de Micronésie qui s'appelle One People, One Reef. Alors, c'est pas pour lui faire de la pub, mais après tout, why not? Et donc, vous pourrez voir hein, sur son site, c'est très intéressant. Mais la raison pour laquelle je vous parle de Nicole, c'est qu'on a eu une discussion, pas plus tard que dimanche dernier, sur le fait que c'était difficile en fait, parce qu'elle, évidemment, comme tous les scientifiques, ça fait 20 ans qu'ils disent global warming. Mais elle me disait la chose suivante, elle me disait, je me suis rendu compte que ça fait plus de 20 ans qu'on annonçait la catastrophe écologique, mais que du coup les gens préfèrent ne pas entendre. Et donc, elle me disait, mais en fait, ça veut dire que moi, je pars toujours... Alors, je vous explique quand même son travail un peu en Micronésie. Donc, en fait, elle ne fait pas qu'analyser des poissons ou des coraux. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment une scientifique de l'environnement. Et donc, il redesign, il co-design, donc avec vraiment tous les habitants,
des modalités de gestion de leur environnement pour la pêche, pour l'alimentation, pour... enfin voilà. Et vraiment, c'est les personnes qui du coup apprennent des choses des scientifiques, ce qui leur permet effectivement de se dire « Ah bah oui, on a peut-être raison de pêcher moins ce poisson-là et plus celui-là », ou de le faire de telle période à telle période, ce qu'on savait déjà. Les scientifiques, ils apprennent des savoirs vernaculaires de ces personnes-là, qui sont sur ces îles depuis quand même des siècles, et donc voilà, qui quand même en savent vaguement quelque chose. Et donc c'est vraiment dans cette articulation des savoirs scientifiques, des savoirs vernaculaires et de problématiques de bon, bah ok, comment est-ce qu'on s'y prend, quoi, qu'elle travaille. Hein, donc c'est ça qui est super intéressant avec tous ces gens qui en design, voilà, font... les gens qui font du design de territoire, design urbain, qui essayent de repenser comment est-ce qu'on mange dans les cantines, et en veux-tu, en voilà. Hein. Bon, ce qu'on fait à CY École de Design, on a plein de projets de cet ordre-là, donc ça c'est plutôt sympa. Et elle me disait, je me suis rendu compte, donc voilà, qu'il faut que je parte toujours de quelque chose, une activité que je peux encourager. Et elle me dit, hey guys, look, this it seems to work nice. What about doing the same? Or why don't we develop that? Et regardez, là, les jeunes, ils ont l'air de trouver ça bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi, nous, le faire? Et elle dit, et je me rends compte, et je dis ça, je suis désolée hein, pour les gens qui sont en ligne, mais c'est vrai. Elle me dit, je me rends compte en fait que les cours à distance, parce que donc elle est prof hein, à Cabrillo College, elle me dit, en fait, voilà, ça, cette espèce de dynamique, là, cette chaleur-là, elle est vraiment importante aussi parce qu'on est ensemble dans la même pièce et que la difficulté, d'après elle, hein, mais ce que je ressens aussi un petit peu, hein, c'est que si les étudiants ils sont pas dans cette énergie-là qui donne et qu'on donne, et cette espèce de circulation entre nous, dans les salles de classe, dans les cours, eh ben, dans leur coin, là, ils ont tendance, parce que eux, c'est ça, hein, les sujets qu'ils abordent au quotidien, H24, c'est des problèmes d'environnement. Hein. Donc, rappelle-toi, il faut quand même avoir le moral chevillé au corps. Bon, et donc elle me dit, bah, ils retombent en fait dans la déprime et dans le doomsday scenarios. Et voilà, et donc moi je me dis que cette question donc, du co-design, d'être ensemble véritablement, dans ce partage effectivement d'une énergie et de se dire, d'être plutôt sur le « Ah, il y a quelque chose qui fonctionne, comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle, comment est-ce qu'on peut multiplier les expériences, comment est-ce qu'on peut les partager avec d'autres », ça devient sans aucun doute enfin, un des gros enjeux du design, à la fois comme une exploration des potentiels, et puis aussi comme espoir, comme activation, hein, c'est-à-dire comme se dire, bah, ok, grâce à tous ces formats poétiques, on peut commencer à l'imaginer ensemble, le mettre en œuvre ensemble. Et je pense que la poétique de la conception, les poétiques aussi bien chez les ingénieurs que chez les designers, c'est ces opérations, ces jeux de langage, qui permettent justement de dire le futur et de commencer par quelque chose. Hein. C'est un format et c'est déjà bien. Voilà. Oups. Merci pour votre attention.